avant de parler vraiment des directives anticipées, on peut s'interroger déjà d'où elles viennent, depuis quand elles existent. Donc au niveau législatif, il y a vraiment 3 grandes étapes à retenir. La loi Leonetti du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui est venue créer la notion de directive anticipée. On a ensuite la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016, qui est venue modifier, préciser cette notion de directive anticipée, notamment via son article 8. Enfin, le 3 août 2016, nous avons 3 textes réglementaires qui ont défini les modalités d'application de cette nouvelle loi. Alors, à quoi servent-elles? Pour être précis, on peut reprendre le texte. Donc, dans l'hypothèse où le patient ne serait plus en capacité de s'exprimer, elles permettent au médecin de connaître ses volontés relatives à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt et du refus d'un traitement. Donc, rédiger ces directives anticipées, c'est possible aujourd'hui pour toute personne majeure. Donc, les mineurs sont exclus du dispositif. Quant aux majeurs sous tutelle, ils peuvent désormais rédiger des directives anticipées depuis 2016 avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. En pratique, il s'agit d'un document qui doit être écrit, daté et signé par son rédacteur qui précisera ses noms, prénoms, date et lieu de naissance. Alors, que se passe-t-il quand le patient ne peut pas écrire? Ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut faire appel à 2 témoins. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'en aucune façon, elles ne sont destinées à remplacer la parole du patient. Quand le patient est conscient, elles n'ont aucun sens. Mais vraiment, quand le patient devient inconscient et qu'il a des volontés particulières, elles seront alors les messagères de cette volonté, des soins que le patient voudrait et des soins que le patient ne voudrait pas. Donc si on t'entend bien, tu dis plusieurs fois, on peut, le patient peut. Donc ce n'est qu'une possibilité, en même temps c'est un droit auquel on a accès. Et si je décide de ne pas rédiger de directive anticipée, il se passe quoi? Alors, tout à fait, la rédaction des directives anticipées n'est pas obligatoire, c'est un droit. Donc quand le patient il peut encore s'exprimer, comme je l'indiquais, elle n'a aucun sens, donc le patient pourra faire part de ses volontés. Si le patient devient inconscient et qu'il n'a pas rédigé de directive anticipée, à ce moment-là, le médecin tentera d'obtenir, de connaître la volonté du patient par d'autres moyens. En pratique, il consultera en priorité la personne de confiance, si elle a été désignée, non pas pour savoir ce qu'elle pense, la personne de confiance, bon, c'est pas ça le sujet. En revanche, le médecin, via la personne de confiance, tentera de savoir quels auraient été les souhaits du patient en pareille circonstance. Alors ça n'empêche, hein, les proches, la famille est quand même associée, consultée, mais l'avis de la personne de confiance l'emportera sur tous les autres témoignages. Et vraiment, au final, la responsabilité de la décision, elle appartiendra au médecin. On a bien entendu dans le témoignage de Chantal Lecœur quand même la difficulté de se retrouver devant la page blanche, même quand on est décidé à écrire, on a le stylo, on a la page blanche. Concrètement, comment on rédige? Ça se passe comment? Alors oui, le patient, il peut rédiger tout seul ses directives anticipées sur une feuille blanche. Il n'a pas besoin d'être assisté par sa personne de confiance, il n'y a pas besoin de validation médicale. Le patient, il pourra y inscrire simplement ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas. Mais en pratique, on sait que c'est un exercice qui est très très délicat. On peut vite avoir le syndrome de la feuille blanche. Alors effectivement, avec la nouvelle loi Claes-Leonetti de 2016, il est prévu des formulaires pour aider à la rédaction et permettre au patient d'exprimer clairement sa volonté. Donc, 2 modèles ont été retenus. Un modèle A, quand le patient est en fin de vie ou est atteint d'une maladie grave, et un modèle B, quand le patient est en bonne santé ou qu'il n'a pas de maladie grave. Concrètement, le patient, sur ces formulaires, il aura des items à compléter, mais ça n'est pas un questionnaire fermé avec des caches à cocher. Ça reste assez libre, hein, le patient n'est pas obligé de tout remplir, mais ça peut être un document qui sert de cadre pour orienter le patient.
Si le document n'est pas assez grand, s'il manque d'espace, le patient pourra très bien rajouter des pages. Enfin, vraiment, c'est assez libre. Alors, où peut-on trouver ces formulaires? On peut les télécharger soit sur le site de la Haute Autorité de Santé, où on retrouve également des formulaires sur le site du ministère de la Santé. Donc là, vous voyez, on vous montre les deux types de formulaires. Pour ceux qui sont intéressés, on a laissé des documents que vous trouverez en haut de l'amphi. Et on a aussi des sociétés savantes. Par exemple, on a la société de réanimation qui a proposé des formulaires. Peut-être le montrer, le formulaire de... Voilà. Là, vous avez un autre exemple de formulaire. On a aussi des associations de patients qui proposent des formulaires. Et on a aussi des établissements de santé qui peuvent aussi proposer des formulaires aux patients. Donc on voit bien, on a la page blanche, on a quelques questions qui guident dans les formulaires type HS, ministère, et puis parfois des grilles beaucoup plus précises, beaucoup plus techniques, qui permettent de contextualiser peut-être par rapport à la pathologie. Et puis donc j'aurais une dernière question. Une fois qu'on écrit ces directives anticipées, on en fait quoi? Alors, quand on reprend les textes, il est prévu que les directives anticipées doivent être facilement accessibles. Donc on est bien avancé. On n'a pas de réponse concrète, mais ce que nous on préconise, c'est vraiment que les patients ils multiplient les lieux de conservation de ces directives anticipées pour être certain qu'au moment venu, si le médecin a besoin d'avoir accès à ces documents, ils soient facilement accessibles. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller? On peut conseiller aux patients de les garder sur lui, d'en parler à sa personne de confiance, à sa famille, et de remettre une copie du document. On peut en parler à son médecin traitant, lui remettre une copie du document. En cas d'hospitalisation aussi, au moment de l'admission, on peut remettre le document pour qu'il soit inséré dans le dossier médical. Et nouveauté de la loi Claes-Leonetti de 2016, désormais le patient peut rédiger ses directives anticipées dans le DMP, donc le dossier médical partagé, ce qui vaudra inscription au registre national. Vraiment, s'il y a une idée à retenir en termes de conservation, c'est vraiment d'en parler à sa famille, aux médecins, pour que déjà on soit au courant qu'elles existent, leur contenu, et surtout savoir où on peut les retrouver au moment où le patient tomberait en inconscience. Merci beaucoup Amélie pour ces précisions. Tu nous fais percevoir déjà quelques questions un peu fondamentales finalement autour de cette question de l'écrit formel et qui a sa place, mais qui probablement ne doit pas nous dédouaner de la recherche de l'oralité et de la qualité de la relation et de la confiance. C'est une première chose. Et puis en t'entendant, j'ai été un petit peu surpris parce que finalement je me dis, et en entendant Chantal Lecoeur, on est sur quelque chose d'extrêmement intime. Extrêmement intime. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi que c'est peut-être difficile de trouver les bons mots pour écrire. Et que finalement cette intimité, à un moment donné, il faut la partager. Il faut la partager, et notamment avec la personne de confiance. On aura probablement l'occasion d'y revenir sur le rôle de cette personne qui n'est peut-être pas bien encore établi aujourd'hui, voilà, entre la personne à contacter, la personne de confiance. On n'était pas très clair sur cette responsabilité-là. Et puis à un moment donné, il faut aussi pouvoir finalement que cette intimité soit mise à disposition de plusieurs. Et comment ça va être reçu, comment ça va être lu. Ça, on aura l'occasion d'y entendre.